Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce ministère de la Transition écologique. Vous savez, CHAM, cette année, l'édition 2021, est dédiée à One Health. Et donc sur une thématique comme celle-là, on ne pouvait évidemment pas concevoir que vous ne soyez pas présente et avec nous à cette occasion. Alors ce concept One Health, il n'est pas nouveau, il a émergé il y a plus de 20 ans maintenant, mais c'est vrai que la pandémie a fait ressurgir vraiment avec une acuité particulière l'importance d'une vision globale, d'une vision holistique de la santé, et puis finalement l'intime relation qu'il y a entre le genre humain et puis le monde qui l'entoure. Et pour ça, il faut abolir les silos. Il faut abolir les cloisonnements, et ça, je sais que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, concrètement, dans votre action, aujourd'hui, comment vous instillez, comment vous intégrez ce concept One Health, et quelles sont vos grandes priorités aujourd'hui ? Oui, alors tout d'abord, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, et vous avez raison de le souligner, la crise a fait émerger la question des interactions entre notre santé et notre environnement. Et sans que l'origine précise du virus ait encore pu être établie avec certitude, il faut rester très prudent. La communauté scientifique s'accorde largement sur le fait que l'épidémie de Covid-19 est bien une zoonose, c'est-à-dire une maladie infectieuse dont l'agent pathogène est passé des animaux aux populations humaines. Les 3/4 des maladies nouvelles ou émergentes sont des zoonoses, et c'est le cas du virus Ebola, du Zika ou encore du Sida. Or, nous savons que les pressions exercées par l'humain sur son environnement, et notamment la déforestation, la chasse de viande de brousse ou l'étalement urbain, favorisent la diffusion de ces maladies. Et selon l'OMS, l'épidémie de Covid-19 a déjà causé de 6 à 8 millions de morts à l'échelle mondiale. Et la multiplication de ces zoonoses et la somme des victimes qu'elles ont causées doivent conduire à une prise de conscience majeure à l'échelle mondiale des conséquences sanitaires désastreuses de notre rapport aux écosystèmes. Et vous avez raison, il faut en finir avec les politiques en silo. C'est pourquoi, avec Olivier Véran, nous avons souhaité construire une réponse décloisonnée. Et c'est le plan national santé-environnement. Il fixe 3 priorités, 3 manières d'agir au quotidien pour la santé et l'environnement de nos concitoyens. La première priorité, c'est de donner toute l'information disponible aux consommateurs pour qu'ils soient acteurs de leur propre prévention. Très concrètement, fin août, nous avons publié un décret qui oblige notamment les fabricants de produits alimentaires à rendre publique la liste des perturbateurs endocriniens avérés et présumés présents dans ces produits. La deuxième priorité de ce plan, c'est améliorer les connaissances de l'impact de notre environnement sur notre santé, avec 100 millions d'euros qui seront consacrés à la recherche sur l'exposome et les zoonoses. Et enfin, la troisième priorité, c'est favoriser la réalisation d'initiatives de terrain, là où ça marche, avec des élus, les collectivités qui connaissent le mieux les réalités et le vécu des habitants. La philosophe Corinne Péduchon, qui se déploie beaucoup sur ces enjeux et sur ces thèmes, elle considère finalement que la pandémie peut nous conduire à, dit-elle, habiter différemment notre monde, peut-être à avoir avec ce monde un rapport marqué par davantage de considération, l'émergence de traits moraux comme la sobriété, peut-être le développement de nouvelles valeurs éthiques et de nouvelles vertus civiques. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Est-ce que finalement vous pensez que la crise sanitaire que nous vivons depuis près de 2 ans maintenant va infléchir durablement la perception que nous avons du monde et notre rapport à celui-ci, ou finalement est-ce qu'on va revenir très vite à business as usual ? D'abord, je suis heureuse que vous citiez les travaux de Corinne Péduchon qui sont absolument passionnants. Et je suis entièrement convaincue que cette crise doit changer notre rapport à la consommation. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu que nous avons porté dans le cadre de la loi Climat Résilience, faire entrer l'écologie dans le quotidien des Français pour passer du discours théorique aux réalités concrètes. Il y a une mesure emblématique de la loi climat qui illustre cette nécessité de maîtriser notre empreinte environnementale pour protéger notre santé. C'est la mise en place des zones à faible émission. Aujourd'hui, plus de 40 000 personnes par an meurent à cause de la pollution de l'air en France, en particulier dans les grandes villes. Et cette pollution, elle est principalement liée aux oxydes d'azote qui sont générés à 70% par les voitures et en particulier les vieux véhicules diesel. Nous avons inscrit dans la loi un principe de protection. Si la métropole dans laquelle vous vivez dépasse les valeurs limites de qualité de l'air, alors des restrictions de circulation obligatoires s'appliquent pour les véhicules les plus polluants.
Alors bien sûr, nous ne laissons pas les habitants sans solution et mettons en place de nombreuses mesures d'accompagnement pour aider les ménages les plus modestes à remplacer leurs véhicules. Mais cet exemple illustre comment la santé environnementale se traduit concrètement dans l'action du gouvernement. Et d'autres avancées sont prévues dans cette loi pour consommer autrement. Nous mettons progressivement en place un affichage environnemental pour permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé en fonction de l'impact sur l'environnement des produits qu'il achète. Nous encadrons la publicité qui pousse à la consommation en interdisant la publicité pour les énergies fossiles, en renforçant les dispositions aussi contre le greenwashing. Alors, début septembre, un événement important, le Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, en France pour la première fois, si je ne dis pas de sottises, à Marseille. Et vous étiez évidemment à la manœuvre, Madame la Ministre, sur cet enjeu important. Alors, il y a beaucoup d'indicateurs, effectivement, de biodiversité qui sont rouges. Il y a de nombreuses attentes, de nombreuses inquiétudes. Quel premier bilan, finalement, vous pouvez dresser de ce congrès? Rappelons qu'un de ces grands enjeux, c'était évidemment à l'agenda, on ne pouvait pas ne pas mettre la prévention des pandémies à venir, c'est évidemment fondamental. Donc tous les regards ont été focalisés sur ce congrès. Qu'est-ce que vous en retirez des premières amorces de bilan, de recommandations qui pourraient être fructueux pour l'avenir? Tout d'abord, notre premier objectif, je crois qu'il faut y aller dans l'ordre, c'est de faire comprendre que la crise de la biodiversité est tout aussi grave que celle du climat et que ce n'est pas seulement un drame moral, c'est une menace très concrète pour nos sociétés au même titre que le dérèglement climatique. Nous tirons de la nature chaque jour de nombreux services. Il n'y a pas d'agriculture, pas d'élevage, pas d'eau potable sans une nature préservée. Et protéger la biodiversité, c'est donc aussi nous protéger. Et il faut bien le faire comprendre, car aujourd'hui, on voit bien les effets du réchauffement climatique. En revanche, les effets de la perte de la biodiversité sont moins visibles. Et donc, il faut vraiment insister sur ce premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est de mobiliser la communauté internationale pour des engagements pour la biodiversité aussi forts que ceux qui ont été pris lors de la COP21 pour le climat. La France a lancé, avec le Costa Rica, une coalition pour que 30% des espaces terrestres et marins de tous les pays soient placés en aire protégée. Cette initiative, elle regroupe aujourd'hui plus de 70 pays membres. Nous étions une grosse dizaine au départ. Et donc, nous voulons en convaincre d'autres pour obtenir un accord le plus large possible lors de la COP15 biodiversité qui aura lieu en Chine l'année prochaine. Le président a fait lui-même des annonces fortes en faveur de la biodiversité pour montrer la voie. La France se donne pour objectif d'avoir 5% d'aires protégées fortes en Méditerranée d'ici 2027, soit une multiplication par 25. C'est une extension considérable qui se fera notamment en concertation avec les pêcheurs qui ont compris que c'était aussi leur intérêt. Le président a aussi annoncé l'organisation d'un One Ocean Summit début 2022 sur le modèle du One Planet Summit pour réunir tous les acteurs autour de la table et construire des outils juridiques mondiaux pour mieux préserver les océans, par exemple du fléau du plastique. Enfin, le troisième objectif, c'est de poser un jalon sur le chemin de la COP15 qui aura lieu en Chine dans quelques mois. Je vous en ai parlé, cette COP, elle doit être un rendez-vous majeur pour construire sur la biodiversité ce que nous avons su faire sur le climat avec l'accord de Paris, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes efficaces pour limiter les impacts de notre civilisation sur la nature. Alors vous avez employé un mot important, c'est le mot de concertation. Et finalement, parfois, en tant que citoyenne ou citoyen, on a le sentiment d'être cerné par les périls, les dangers, au détour de chacune des actions de notre vie quotidienne, de manger, ouvrir son réfrigérateur, nettoyer son intérieur, etc. Et puis les médias aussi, finalement, se font l'écho presque chaque semaine d'un nouveau risque potentiel. Et évidemment, la lutte contre le virus n'a fait que renforcer ce côté un peu anxiogène de notre rapport au quotidien. Alors finalement, à votre avis, comment est-ce qu'on peut favoriser l'émergence forte d'une conscience citoyenne, une conscience de santé environnementale, sans pour autant être anxiogène? Est-ce qu'on peut parvenir à mobiliser comme ça les citoyens autour peut-être de quelques priorités, de quelques enjeux forts qui vraiment s'inscrivent dans des dynamiques certes vertueuses, mais aussi, parce que je sais que vous êtes sensible également à cette vision-là de l'écologie, des dynamiques positives?
Oui, c'est vrai, notre monde actuellement est profondément anxiogène. Aux risques sanitaires s'ajoutent les menaces de plus long terme qui sont liées à la dégradation de la planète et nos concitoyens, même s'ils sont désormais informés et conscients, se sentent souvent désarmés face à ces problèmes globaux qui les dépassent. Et donc, il faut prendre garde à ce qu'on peut appeler l'écolo-fatalisme, ne prenne le pas ou la suite de l'écolo-scepticisme. Je crois que le découragement est un péril encore plus grand et ce serait un facteur d'échec majeur pour la transition écologique car l'action quotidienne des citoyens à leur échelle est un levier extrêmement puissant, probablement même le plus puissant, ou en tout cas, il impacte y compris l'activité économique et industrielle. Et lorsque les Français changent d'habitude de consommation, ils accélèrent considérablement le changement des modèles économiques, des process dans les entreprises, et la première réponse, c'est donc de leur apporter l'information nécessaire pour une consommation responsable. Et c'est ce que nous avons fait en créant l'indice de réparabilité, qui figure déjà sur de nombreux produits électriques et électroniques. C'est ce que nous faisons quand nous généralisons l'affichage environnemental, en priorité dans les secteurs alimentaires et textiles qui concentrent beaucoup d'interactions entre environnement et santé. Et c'est aussi ce que nous faisons en développant le Ménage Score, qui, à l'image du Nutri-Score, va fortement simplifier les mentions figurant sur les produits ménagers. Les Français en consomment plus d'1 milliard par an et ne savent toujours pas comment les utiliser sans risque pour la santé. Alors évidemment, l'engagement citoyen, il ne passe pas non plus que par les changements de pratiques de consommation. Chacun peut s'engager en donnant un peu de son temps et je suis personnellement très touchée de voir qu'un nombre croissant de Françaises et de Français s'investissent dans des associations qui vont ramasser des déchets sauvages le week-end, entretiennent des espaces naturels. C'est gratifiant pour ceux qui s'engagent, c'est créateur de liens sociaux autour d'une cause qui nous rassemble par définition tous. Et puis il y a bien sûr la jeunesse dont une partie se mobilise déjà beaucoup. Mais une partie de notre jeunesse n'a pas directement le réflexe de se tourner vers une association locale ou une ONG. Et c'est aussi pour cela que nous développons le service national universel, où nous renforcerons la place des enjeux de la préservation de la restauration de la nature, de la biodiversité et la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Alors justement, il y a des Françaises et des Français qui sont très concernés par ces enjeux. Et ce sont aussi les Français souvent les plus vulnérables, les plus précaires, les plus relégués parfois, tant il y a effectivement une corrélation très forte entre la précarité sociale et puis les agressions environnementales de toute nature. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, évidemment, mais est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on progresse dans la prise en compte de ce sujet qui est vraiment un sujet fondamental qui, je sais, vous tient à cœur? Oui, évidemment, ça me tient à cœur et ça doit tenir à cœur de tout le monde. Et la thématique sur laquelle nous travaillons le plus est justement l'accompagnement des ménages les plus précaires dans la transition écologique. Parce que cette transition écologique a un coût et ne doit pas conduire à une société à deux vitesses qui stigmatiserait ceux qui rencontrent des difficultés à prendre leur part. Alors nos aides tiennent compte pour la plupart du revenu des ménages. C'est le cas pour MaPrimeRénov', pour accélérer la rénovation thermique des logements. C'est aussi le cas des primes à la conversion qui financent la conversion du parc d'anciens véhicules pour favoriser notamment l'achat de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, moins émetteurs d'oxyde d'azote et de particules fines. Ainsi, un ménage très modeste peut toucher jusqu'à 6 000 € de prime à la conversion pour acheter un véhicule électrique, même d'occasion, quand les autres ménages peuvent prétendre à 3 500 € d'aide. Alors évidemment, je voulais qu'on parle un peu des acteurs de santé, parce que comme vous savez, à Cham, parmi toutes celles et ceux qui vous écoutent, il y a beaucoup d'acteurs de santé. Et ils sont nombreux, les acteurs de santé, les établissements de santé, à être vraiment engagés dans des dynamiques éco-responsables, à développer des bonnes pratiques vertueuses à la fois pour leurs patients, aussi pour les professionnels de santé. Un exemple parmi d'autres, mais il y en a des centaines, la lutte, justement, vous en parliez tout à l'heure, contre les perturbateurs endocriniens au sein des maternités. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur toutes ces initiatives qui sont prises par les gens, les femmes et les hommes qui nous écoutent? Et puis finalement, comment on peut encore les booster, leur donner des impulsions plus fortes? J'y suis évidemment très favorable et l'exemple que vous prenez sur les perturbateurs endocriniens est une nouvelle illustration de la nécessité d'être méthodique face à ces risques émergents. Nous avons demandé à l'ANSES de faire un premier recensement des substances d'intérêt. 906 substances ont été retenues et doivent faire l'objet d'une étude plus approfondie. Et elles ont des usages multiples, certaines sont uniquement employées lors des processus industriels et d'autres sont présentes dans des produits de consommation courante, des produits phytopharmaceutiques, des biocides ou des médicaments.
Par ailleurs, un certain nombre d'entre elles sont déjà interdites ou fortement encadrées en Europe et d'autres n'y sont pas utilisées. Et en particulier, l'ANSES a identifié 16 substances prioritaires qu'elle considère comme devant faire l'objet d'une évaluation de leur danger en tant que perturbateurs endocriniens. Et nous avons demandé à l'ANSES d'en évaluer une dizaine par an, ce qui nous permettra de prioriser nos efforts sur les substances les plus importantes au cours des 2 prochaines années. Et au niveau européen, la France est mobilisée pour l'interdiction de différentes substances considérées comme nocives qui sont présentes dans les crèmes solaires. Une étude de l'ANSES a été diligentée avec des résultats qui sont attendus pour 2022 et ces substances pourraient notamment avoir des effets nocifs pour notre santé, mais également sur notre environnement et particulièrement sur les océans. Alors, en guise de conclusion, Madame la Ministre, j'ai peut-être envie de vous poser une question un peu plus en surplomb. C'est vrai qu'on a le sentiment que trop souvent, les questions environnementales, les enjeux écologiques sont captifs de polémiques, de postures un peu caricaturales, en décalage en tout cas avec l'urgence de l'enjeu. Est-ce qu'on peut finalement parvenir aujourd'hui à parler de ces sujets-là qui sont fondamentaux sans que ce soit la foire d'empoigne, sur un mode à la fois apaisé et constructif? Et puis finalement, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, au regard de l'importance et de l'urgence des dossiers dont vous avez la charge pour l'avenir de la planète, est-ce que vous diriez que vous êtes plus la ministre de l'urgence écologique que de la transition écologique? C'est une belle question. Nous sommes dans un pays démocratique et nous devons en être heureux. Je crois que notre démocratie, elle offre un cadre propice au débat pour trouver la bonne ligne de crête de la transition écologique, celle qui nous permet d'avancer résolument dans la lutte contre les dérèglements climatiques et la dégradation de notre environnement, tout en restant socialement soutenable pour notre pays. Et le débat parlementaire de la loi climat et résilience a montré que ce débat était possible, que nous étions en mesure collectivement de trouver les équilibres adéquats, sachant que, bien sûr, cette loi, elle est aussi la suite d'un gros processus démocratique qui a été initié lors de la Convention citoyenne pour le climat, un exercice très intéressant et dont nous devons encore tirer les leçons. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de rappeler que la décennie qui s'est achevée a été la plus chaude depuis 125 000 ans, que la concentration de CO2 dans notre atmosphère est au plus haut depuis 2 millions d'années. Et tout cela, ce sont déjà des réalités concrètes à l'échelle de nos vies humaines. Nous allons atteindre les plus 1,5 degrés 10 ans plus tôt que prévu, dès le début des années 2030. Et face à cela, nous devons tous faire preuve de responsabilité. Et ça vaut pour le monde politique, pour les médias et bien sûr pour chacun, notamment à travers son expression sur les réseaux sociaux. L'accroissement des fake news qui touchent aux sujets environnementaux est préoccupante et je suis sidérée de voir des responsables politiques de premier plan asséner des contre-vérités parfois reprises sans vérification sur des chaînes d'infos en continu, alors que la littérature scientifique est abondante et facilement disponible. C'est grave, parce que si ceux qui se doivent d'être les plus exemplaires basculent dans cette démagogie dangereuse, nous pouvons perdre le combat. Et ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui en paieront le prix. L'exemplarité, on va finir sur ce mot, un très beau mot qui servira de guide, j'espère, dans les prochains mois. Et merci beaucoup, en tout cas, Madame la Ministre, pour l'échange que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci à vous et belle réunion à vous. Merci.